Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Parmi les dernières mesures du côté éducation, il y a la fameuse pause numérique ou comment se débarrasser du téléphone portable pendant les heures de cours. On détaille tout cela avec nos invités dans quelques instants. Chayviz, la professeure sans classe fixe mais aux 7 millions d'abonnés sur TikTok, viendra nous parler de ses leçons un peu particulières, notamment sur les réseaux. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité éducation du jour avec Shirley Adelaide. Bonsoir Shirley. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce journal avec le regard porté vers les États-Unis. À moins de 2 mois des élections présidentielles, hier dans la nuit a eu lieu le traditionnel débat télévisé entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. Eh bien Kamala Harris versus Donald Trump. Première rencontre télévisée entre les deux candidats, un débat qui selon les commentateurs aurait plutôt tourné à l'avantage de Kamala Harris, elle qui s'est posée en candidate de la classe moyenne, qui a défendu le droit à l'avortement, tandis que Trump, lui, a déploré le bilan de Joe Biden sans manquer de délivrer des fake news. Et surtout, ce que le camp démocrate attendait tant, le soutien de Taylor Swift, ce qui n'est pas anodin puisque la chanteuse a une certaine influence sur le vote des jeunes. Peu après le débat, la pop star a publié ce post sur son compte Instagram. « Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle 2024. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d'un guerrier pour les défendre. Je pense qu'elle est un leader solide et doué et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos. Et ce n'est pas tout. Elle ajoute « N'oubliez pas que pour voter, vous devez être inscrit. Je vous donnerai un lien pour vous inscrire et vous trouverez les prochaines dates pour voter et autres infos dans ma story, ce qu'elle a donc fait. Une manière donc d'encourager ses fans à s'inscrire sur les listes électorales pour aller voter. À noter qu'à la fin du débat présidentiel, Kamala Harris a quitté le plateau sur la musique The Man de Taylor Swift. Alors pourquoi tout cela est si important ? Est-ce que ça compte vraiment, ce soutien de la chanteuse à la candidate démocrate ? Écoutez la docteure en sciences politiques Laurence Nardon, elle était ce matin au micro de France Inter. Ça compte énormément parce que Taylor Swift, alors qui est une chanteuse de pop, donc qui n'est pas une politicienne bien évidemment, a un nombre de followers dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Elle est extrêmement influente auprès de la jeunesse par ses chansons. Donc oui, il y a un rôle d'influence. Il y a une influence de cette star de la pop sur une partie de l'électorat américain, c'est évident. 283 millions d'abonnés sur Instagram, c'est quasiment l'équivalent de la population américaine en nombre, puisqu'ils sont environ plus de 300 millions. À noter que l'engagement de Taylor Swift est rare mais efficace. Si la chanteuse avait dit avoir voté pour Joe Biden en 2020, sa seule implication dans une campagne remonte à 2018 dans son état natal du Tennessee, où elle avait pris parti pour le candidat démocrate. Et quand elle incite ses fans à s'inscrire sur les listes électorales, l'impact est considérable. En 2020, après un court message posté sur les réseaux sociaux, ce sont 35 000 personnes qui se sont exécutées dès le lendemain sur le site vers lequel elle les avait dirigées. Comme le dit la journaliste Élise Vignacourt de Libération dans un reportage, la force de frappe de Taylor Swift, c'est sa capacité à mobiliser. Toujours à l'étranger, mais cette fois-ci en Syrie, des enfants de djihadistes n'ont toujours pas été rapatriés 5 ans après la chute de Daesh. Ce sont au total 30 000 enfants qui restent détenus dans des camps de prison dans le nord-est de la Syrie, en plein désert. Où sont leurs parents ? Ils sont morts ou ont été arrêtés ou renvoyés vers leur pays d'origine. Eux n'ont pas été rapatriés, ils sont toujours bloqués dans des camps sous la surveillance de gardiens kurdes, séparés de leur mère depuis plusieurs années. Et sur les 30 000 enfants détenus, une centaine sont français. Gaël Joly de France Inter a recueilli les témoignages de Youssef et Ilyas, originaires de Strasbourg et de Bastia en Corse. Ils sont enfermés dans ce centre de détention d'Orkèche. Ça fait à peu près 4 ans qu'ils m'ont attrapé, qu'ils m'ont pris du camp. Ma famille, ils sont tous partis en France. Et moi, je suis ici encore tout seul. Notre morale, petit à petit, il s'affaiblit en fait. C'est comme une batterie en fait, et il n'y a rien qui la recharge. Notre jeunesse est en train de partir en fait. Même si je dois partir en prison en France, je m'en fiche moi. J'ai juste envie de reprendre le cours d'une vie normale. La journaliste s'est rendue dans un autre camp de réhabilitation en Syrie. Elle y a rencontré Assadoullah, 18 ans et originaire de Brétigny-sur-Orge, dans la banlieue parisienne. Son père, tchétchène, l'a enlevé à sa mère quand il avait 8 ans. Il est enfermé dans ce camp depuis qu'il a 12 ans et pour se consoler, il joue du piano. Je mets dans ma tête, cette année je vais sortir. C'est ça l'espoir. Un mensonge que tu restes à répéter pour pouvoir continuer. C'est pour ça que vous avez appris le piano ? Ça m'aide, tu vois. Mais le plus que j'aime, c'est Chopin.
veux ma vie, je veux la vivre. Je veux mon pays, je veux ma mère, mes sœurs. Une attente interminable pour ces jeunes qui sont considérés comme des bombes à retardement. Passé l'âge de 18 ans, ils sont destinés à la prison. Alors les Kurdes appellent la communauté internationale à faire quelque chose pour éviter que ces enfants, ces adolescents soient livrés ainsi à leur sort. Éducation à présent, de très gros écarts qui persistent dans le parcours des élèves, des écarts liés aux inégalités sociales et économiques. C'est ce que révèle un rapport de l'OCDE publié hier. Un rapport annuel qui pointe le manque de progrès dans la plupart des pays, dont la France. Même dans les pays les plus équitables, les élèves les plus défavorisés n'atteignent pas le même niveau que leurs camarades plus favorisés. Le milieu socio-économique, le niveau d'éducation des parents, c'est vraiment le plus grand prédicteur de la réussite éducative et de l'insertion professionnelle. Des statistiques montrent que ces inégalités commencent dès le plus jeune âge, explique Éric Charbonnier, analyste à l'OCDE. Exemple avec la crèche. 85% des enfants de moins de 2 ans de familles les plus riches y sont inscrits. Ça retombe à 33% pour les foyers les plus modestes. L'OCDE parle de grand écart des inégalités sociales à tous les niveaux d'éducation. La faute à notre système éducatif qui, selon l'OCDE, est encore assez élitiste et oublie les enfants les plus défavorisés. Quelques avancées sont tout de même à noter sur le décrochage scolaire. Par exemple, on observe que moins de jeunes quittent le système d'éducation en France. On reste à l'école. L'une des grandes nouveautés de la rentrée scolaire, ce sont les groupes de niveau au collège, dit groupes de besoins. Alors, qu'est-ce que ça donne, Shirley ? Selon une enquête du syndicat enseignants SNES-FSU auprès des représentants des collèges, seul un collège sur 3 applique le dispositif. Le reste des établissements fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que cela donne concrètement ? Hortense Crépin en parlait ce matin sur RTL. Il y a par exemple les établissements dont les groupes se basent seulement sur l'ordre alphabétique, sans s'appuyer sur des besoins particuliers des élèves. Cela permet simplement d'avoir des effectifs plus réduits pour les cours. D'autres mettent en place des groupes uniquement pour les 6e, mais pas pour les 5e. Ou l'inverse, ou bien en français, mais pas en maths. Puis il y a ceux sans groupe qui conservent des classes entières avec un possible soutien ponctuel proposé aux collégiens. Pour rappel, ces groupes de niveau ont pour but de rehausser le niveau général. Ils concernent les élèves de 6e et de 5e qui doivent être répartis en 3 groupes pour les mathématiques et le français, avec pour chaque chapitre un groupe de collégiens à l'aise, un groupe d'élèves moyens et un groupe pour les plus en difficulté. Un dispositif mis en place dès cette rentrée dans le cadre de la réforme Choc des savoirs initiée par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation. Pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, ce qui empêche la mise en application parfaite de ces groupes de niveau, c'est le manque de moyens. Elle était au micro d'Hortense Crépin. Quand vous avez besoin de faire 6 groupes et que vous n'avez pas 6 salles disponibles, cette réforme ne peut pas se mettre en œuvre. Il faut aussi savoir que tous les collèges n'ont pas eu de moyens supplémentaires pour mettre en place cette réforme. Certains collèges nous ont répondu, donc on ne peut pas le faire. Le syndicat SNES-FSU qui appelle à la fin de ce choc des savoirs. Pour lui, c'est un échec cinglant pour l'ex-ministre de l'Éducation nationale qui a fait le choix du passage en force sur une mesure très largement contestée par les personnels. Santé et éducation, comment mieux nourrir nos enfants âgés de 4 à 11 ans ? Vous le saurez en suivant les recommandations de Santé publique France qui vient de lancer une campagne d'information à ce sujet. L'idée, c'est de faire connaître les bonnes pratiques et d'accompagner les parents à développer les goûts de leur enfant et le plaisir de manger. Alors, il se trouve que les recommandations alimentaires pour cette tranche d'âge peuvent faire l'objet d'une certaine méconnaissance ou d'idées préconçues. Et puis, si les parents parlent naturellement de l'alimentation avec les professionnels de santé pour les tout-petits notamment, c'est un peu moins le cas quand les enfants commencent à grandir. Alors, que trouve-t-on parmi ces recommandations? Par exemple, vous savez déjà, à force de vous faire marteler le message qu'il faut faire consommer 5 fruits et légumes par jour, mais on est peut-être un peu moins alerte sur les jus de fruits qui ne comptent pas comme une portion puisque très sucrés et pauvres en fibres. Ou bien, si pour le goûter si cher aux enfants, on évite sans doute déjà les viennoiseries et les produits trop gras, trop sucrés. Si on veut donner des biscuits, le mieux c'est d'éviter un maximum ceux qui ont un Nutri-Score E. Pour avoir accès à l'ensemble des recommandations, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Santé publique France ou sur le site mangerbouger.fr.
On termine sur un super prof, Monsieur Prof, que l'on connaît bien ici sur School TV. Il a sorti un livre qui pourrait intéresser les élèves en plein apprentissage de l'anglais. Et oui, Monsieur Prof, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce professeur de collège d'origine britannique. Il enseigne en France, à Toulouse. Un professeur devenu une véritable star des réseaux sociaux grâce à ses vidéos humoristiques sur l'apprentissage de l'anglais. À ses 830 000 abonnés sur Instagram et TikTok, il partage tout plein de conseils de façon très détendue. Par exemple, ici, on le voit revenir sur quelques points de prononciation. Little. 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 C'est comme l'idole. C'est comme l'idole. Yeah? Vous faites vos courses où? Little. Start. Start. Butter. 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 Et c'est cette vision de l'apprentissage très décontractée, très fun qu'il a voulu partager dans un nouveau livre, Let's Speak English, paru chez Larousse le 28 août dernier. Alors il y a 2 parties, une consacrée aux différents temps de la conjugaison, l'autre à la grammaire. La méthode, eh bien, elle est inspirée de sa propre expérience de l'apprentissage de la langue française, c'est-à-dire quand même beaucoup moins théorique par rapport à ce dont nous avons l'habitude en France. Vous trouverez dans ce livre tout plein de QR codes qui renvoient à des enregistrements audio de quelques minutes qui font le point sur la prononciation. Ce sont les éditions Larousse qui l'ont contacté il y a 1 an et demi car elles ont beaucoup aimé ces vidéos de Monsieur Prof. Ce livre est destiné à tous les niveaux depuis la 6e. Je le conseille quand on n'a pas les bases, mais aussi pour passer un test d'évaluation comme le B2 par exemple, explique Monsieur Prof. Un ouvrage qui pourrait même aider les profs à revoir leurs classiques. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. En attendant, il est drôle, mais attention, il sait se faire respecter. Regardez, c'était le jour de la rentrée. Règle numéro 1 de la classe. Aucune moquerie sera tolérable. Ok? Si on se moque, c'est 1 heure direct. Je ne cherche même pas à comprendre, c'est 1 heure. Pourquoi? On est tous là pour apprendre. Si on dit quelque chose et c'est drôle, bien sûr on peut rigoler. Il n'y a absolument pas de souci. Mais si je vois que, en fait, non, il est méchant là, elle est méchante, allez hop, c'est 1 heure. Ok? Donc voilà, je compte tout sur vous et je pense que vous êtes tous des gentils. N'est-ce pas? Oui. Donc on ne va pas se moquer ici. Oui. Règle numéro 2. Dernier cours de la semaine, il y a toujours un contrôle. Oh, let's go. Ok, j'adore son attitude. Parfait. Ouais, trop bien. Un contrôle sur quoi? Un contrôle sur le verbe irrégulier. Je ne donne aucun devoir. Eh bien, ils en ont bien de la chance, les élèves de Monsieur Prof. On a les mêmes règles ici chez School, en fait. Voilà, pas de moquerie et puis un petit contrôle chaque semaine. Merci beaucoup, Shirley. Ils sont près de 50 000 à faire leur rentrée sans téléphone portable au collège et ainsi qu'à l'école dans l'Hexagone. 10 jours après la reprise des cours, on s'intéresse bien sûr à cette mesure et surtout à sa mise en œuvre avec nos invités. Pour en parler, 3 invités de prestige. Edwige Alopo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice d'école et collège à Asnières, réseau Espérance Banlieue. Anna Lambert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également, philosophe spécialiste du numérique. Et David Lelon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être aussi sur le Grand JT, référent national collège pour le SE UNSA. Environ 50 000 élèves testent l'école sans portable en cette rentrée. Cette interdiction a été formulée par Nicole Belloubet lors de sa conférence de presse de rentrée. Mais les portables sont déjà interdits à l'école et au collège. Et ça ne date pas d'hier, puisque ça date de 2018. Alors pourquoi ça n'a jamais été appliqué très clairement? Quelqu'un a un avis sur la question? Anne Edwige Alopo, pardon, je dis Anne. Alors je pense que c'est une mesure qui n'est pas très facile à appliquer dans des gros établissements, mais c'est quand même faisable. Dans mon établissement, c'est un collège dans lequel c'est déjà appliqué depuis déjà une dizaine d'années. Ah oui, vous étiez même en avance finalement sur votre exactement. temps. Pourquoi vous vous êtes rendu compte dès le départ que c'était nocif? Oui, je pense que tout le monde sait que c'est pas excellent pour les enfants d'avoir accès à un téléphone portable et que c'est une tentation. Des établissements, voilà, et que c'est une tentation qui existe. Et du coup, le fait de pouvoir le donner en entrant le matin, ça permet d'éviter toute tentation et donc de se concentrer sur les apprentissages. David Lelon, pourquoi ça n'a jamais été appliqué?
Alors, jamais appliqué, je vais nuancer un petit peu. Pour nous, l'application de cette loi, depuis 2018, elle se passe dans la majorité des établissements. Elle peut localement être difficile à appliquer. C'est assez étonnant parce que alors, les élèves disent pas ça du tout. Alors, les élèves quand on leur pose la question, ils disent tous non, moi je l'ai mon portable. Alors peut-être parce qu'il faut nuancer. Vous disiez au début que la loi 2018 interdisait le portable, elle interdit son usage. Oui. Nuance, c'est important puisque le portable n'est pas stocké dans un lieu autre que la classe spécifique, mais bien il est censé être rangé au fond du sac éteint. Et pas dans la trousse. Et pas dans la trousse. Et il peut être utilisé à des fins pédagogiques. Donc oui, on peut concevoir effectivement que dans certains lieux d'enseignement, il soit difficile d'appliquer cette loi. Maintenant, on ne sera pas tout à fait d'accord sur le fait que ça se passe partout. Adèle Lambert, qu'est-ce qui pose problème avec le portable? Pourquoi on en parle tant? Ce qui pose problème, en fait, c'est pas tant le téléphone portable en tant que tel, c'est l'économie de l'attention sur la base de laquelle se fondent, en fait, toutes les entreprises privées qui sont, disons, à l'origine des réseaux sociaux commerciaux dominants sur lesquels se connectent la plupart des élèves et des étudiants aujourd'hui et qui fondent leur modèle d'affaires sur la capture de l'attention, en fait. Et ça, c'est une menace, évidemment, puisque le rôle de l'école, en fait, c'est de former l'attention. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction entre ces industries numériques, je ne parle pas du numérique en général, je parle de quelques entreprises privées hégémoniques qui captent l'attention des jeunes générations et la fonction de l'école qui est de la former. Cela dit, il ne suffira pas pour régler ce problème d'interdire le téléphone portable à l'école, bien évidemment, puisque la cause du problème, justement, ce n'est pas le téléphone portable, c'est certains modèles d'affaires, certains modèles économiques. Alors, certains modèles économiques, et finalement on dit portable, mais on devrait dire smartphone. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant le fait de pouvoir appeler qui pose problème, c'est le fait de pouvoir être captif sur les réseaux sociaux. Anna Lambert. Oui, tout à fait. C'est, de toute façon, on appelle aujourd'hui téléphone des objets techniques qui n'ont rien de téléphone en réalité. C'est plus des ordinateurs, voilà. Donc ce qui pose problème, effectivement, c'est cette hyper-connexion et cette capture de l'attention. On peut utiliser technologies numériques de manière tout à fait différente, quand on pense à une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, quand on pense à des web radios, quand on pense à le fait que des jeunes puissent faire des vidéos, etc. Et dans cette mesure-là, il faudrait que le numérique sous cette forme puisse rentrer peut-être à l'école pour inventer de nouvelles pratiques contributives du numérique. Ce qui est dangereux, c'est vraiment cette économie de l'attention. Alors, cette expérimentation, est-ce qu'elle est venue aussi du fait qu'il y a un rapport qui a été remis par des experts auprès du président en printemps dernier et qui préconise de nombreuses choses, notamment l'interdiction des portables à tous les enfants de moins de 11 ans, de limiter l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans. On voit aussi qu'ils ont noté plusieurs choses, notamment on parlait de la concentration et on va y venir en détaillant ces points. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait que politiquement, peut-être les choses ont un peu bougé? Certainement. Et nous, on sait que pour des élèves de primaire, l'accès à des téléphones, même en dehors de l'école, c'est pas bon. Donc ce rapport-là permet nous, en tant qu'école, en tant qu'établissement scolaire, je pense qu'on a vraiment le devoir d'aider les parents et d'aider les enfants pour pouvoir se concentrer, travailler. Et ça, on ne peut le faire que main dans la main, tous les adultes, auprès de nos jeunes, je pense vraiment. Vous êtes d'accord avec Edwige Jalopo? C'est pas bon, les téléphones portables, David Lelon? Alors, son usage... En dehors de l'école, je parle. En dehors de l'école, effectivement, l'usage du portable, de toute façon, qu'il soit dedans ou dehors, pour des jeunes, doit absolument être apprécié vraiment avec précaution. Vous disiez très justement à l'instant que l'important, c'était effectivement la présence d'adultes. Ce que cette mesure ne réglera pas, justement, c'est l'encadrement de nos élèves qui ont fort besoin aujourd'hui d'être encadrés par des personnels de surveillance, des psychologues de l'éducation nationale, des CPE, des AED, qu'on va mobiliser justement pour le stockage de ces téléphones, alors qu'ils pourraient avoir des missions bien plus passionnantes et utiles pour les élèves. Et c'est bien ça qui pose un problème pour nous dans cette mesure, qui n'effacera pas le problème, qui risque au contraire d'en créer d'autres dans des établissements où justement ce problème-là n'est pas la priorité. Alors que nous venons de vivre une nouvelle rentrée,
Ça a été rappelé, nous sommes actuellement audités au Sénat, donc auprès des députés, pour faire un bilan de cette rentrée qui se passe encore une fois avec des enseignants qui ne sont pas tous au complet. Bien sûr. Beaucoup d'autres problèmes bien plus importants, évidemment. Quand on parle de ce sujet-là, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, on parle de l'importance ou pas, enfin, en tout cas de l'existence ou non des téléphones portables à l'école, vous parlez effectivement de la surveillance et de ce point de tous les personnels qui vont devoir être mobilisés pour cela. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi, effectivement, du coup, qui dit surveillance, dit punition. Jusqu'où on va aller, Anna Lambert ? Alors ça, écoutez, je ne peux pas du tout vous répondre précisément, puisque je crois que, c'est encore une expérimentation, donc on va voir. Je crois néanmoins que la punition n'est vraiment pas une bonne solution sur ce point, parce que ce qui compte, en fait, c'est d'expliquer les raisons d'une telle interdiction, sans quoi personne ne va comprendre. Et vous savez, quand vous êtes un petit peu dépendant ou accro à quelque chose et qu'on vous l'interdit, vous n'avez qu'une envie, en fait, ça devient obsessionnel, vous avez envie de le consommer, quoi. Donc, je pense que là, il faut faire très attention. Une interdiction, ça peut être utile, si vous voulez, parce que ça permet de mettre dans le débat public un problème qui est un problème grave, à mon avis. Donc, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas que ça devienne de la démagogie, si vous voulez. Le point, c'est de faire réfléchir les élèves, les étudiants et les enseignants à cette question. Donc, de créer, par exemple, des débats au sein, je ne sais pas, des collèges, des lycées, pour, par exemple, que tout le monde réfléchisse ensemble, avec éventuellement les parents, avec l'intervention de chercheurs, d'acteurs de l'extérieur, que chacun puisse proposer, peut-être à son échelle localement, je ne sais pas, des chartes du numérique, par exemple, dans tel ou tel établissement. Vous voyez, parce que si on interdit tout à tout le monde en même temps, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et surtout, une loi ne peut être respectée que quand elle a été, disons, formulée, comprise par la personne à qui on demande de la respecter. Donc là, je pense qu'il y a aussi un exercice peut-être démocratique à faire au sein de l'éducation nationale pour que cette interdiction n'apparaisse pas comme tombant du haut et demeure incomprise par ceux qui sont concernés. Bien sûr, et on l'entend très bien, effectivement, c'est l'importance de cette réflexion qu'il y a autour de l'usage du téléphone portable. Bien que je reviens quand même sur mon point, s'il y a une interdiction et une expérimentation, forcément, s'il y a surveillance et qu'il n'y a pas de punition, est-ce que ce sera réellement observé, David Lelong ? Moi, je pense que ce qui vient d'être dit est assez éclairant. En fait, on ne peut pas prendre cette mesure comme un prétexte pour tout régler, dans la mesure où effectivement la sanction elle doit être expliquée pour être comprise. L'interdiction, elle peut être très mal vécue par des élèves justement qui ne posent pas de problème par rapport au respect de cette loi de 2018. Pour nous, ils sont très nombreux, fort heureusement. C'est un peu le principe de la punition collective où finalement, pour quelques-uns qui dysfonctionnent, eh bien, tout le monde finalement est sanctionné. Je pense que cette éducation, il faut quand même elle doit passer obligatoirement par des adultes, par une éducation efficace au numérique, aux médias et le temps de l'éducation, et c'est la ministre qui le disait, il n'y a pas si longtemps, c'est du temps long. Or, ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on vit depuis quelques années, c'est un empilement de mesures qui ne laissent pas le temps au terrain de s'en emparer, qui ne sont pas d'ailleurs prises en concertation avec le terrain, qui sont déconnectées des réalités des collègues et des élèves et qui donc manquent leur cible. Vous partagez ce point de vue, Edwige Jalopo ? Plus ou moins. C'est-à-dire que moi, je pense que si on explique bien, si on est tous d'accord, nous, enseignants, chefs d'établissement, parents, il faut qu'on arrive à aider les enfants à se libérer comme d'une addiction, qui vont à se libérer. Et bien dans ces cas-là, nous pouvons mettre en place des mesures fermes avec la sanction qui va avec, mais tout le monde va adhérer en fait, que ce soit les enfants, les parents, tout le monde. Si tout le monde est conscient que c'est pour la bonne cause, en fait, il n'y a pas de problème derrière à sanctionner, à dire, écoute, là, votre téléphone, vous l'avez gardé, eh bien, vous n'aviez pas le droit, donc il y aura, vous le récupérez à la fin de la semaine, c'est en accord avec vos parents qui adhèrent au projet, en fait. Le problème de la sanction, effectivement, pose un problème d'abord philosophique, et vous venez d'en parler, Anna Lambert. Deuxième, effectivement, de la surveillance. Troisième, du budget. Il y a aussi se dire, d'accord, au départ, les téléphones portables doivent être rangés dans les sacs. Or, là, on va un petit peu plus loin, puisqu'on se dit qu'il faut déposer peut-être le téléphone à l'entrée de l'établissement. Donc, ça veut dire dans des casiers ou dans des pochettes. Qui va payer ça ? C'est la question.
Vous le faites ? Alors nous, on le fait. On a des boîtes. Voilà, ça nous a coûté vraiment rien du tout. Et on range la boîte. Ça veut dire quoi, rien du tout ? Enfin, on a récupéré des boîtes fermées, des boîtes de gâteaux, par exemple, vous voyez. D'accord, ok. Donc, par classe. Et alors, du coup, c'est peut-être pas la sécurité optimum. Donc, effectivement, peut-être que pour plus de sécurité, il faut... Voilà, mais c'est dans le bureau de la vie scolaire, en surveillance complète tout le temps. Donc, on n'a jamais eu de problème en disant de vol de téléphone ou quoi que ce soit. Hein. Ce sont des moyens humains, en fait, qui sont mobilisés davantage que des moyens financiers, de votre côté. Bah, même pas. Enfin, on n'a pas une personne de surveillance de téléphone. C'est juste que la personne, elle est toujours là. Elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Elle a des choses à faire, non ? Oui, mais bon, elle est... Enfin, comme les boîtes sont sous son nez, il n'y a pas de... Oui, David Leland, une réaction ? Alors, le coût, je crois que c'est l'association des députés qui avait estimé la généralisation de cette mesure aux quelques 7000 collèges français à 130 millions d'euros, je pense. C'est assez édifiant quand on sait justement la politique de rigueur qu'on est en train de vivre, et y compris dans l'éducation nationale. Le coût est considérable pour certaines expérimentations qui vont effectivement réussir parce que les lieux de stockage sont présents, parce qu'on a les mallettes, parce qu'on a les casiers, parce que c'est expérimenté sur un niveau de classe, par exemple des 6e, parce que c'est expérimenté par des établissements de moins de 200 élèves ou 300 élèves, forcément que là, le coût sera moindre. Maintenant, pour exercer depuis 20 ans en région parisienne, je peux vous dire que j'ai pas beaucoup mis les pieds dans des établissements de moins de 600 élèves. Et quand on veut généraliser une mesure qui est pour l'instant une expérimentation, mais dont la généralisation est prévue pour janvier prochain, c'est très bientôt, ça pose des questions évidemment sur le coût, puisque le coût reviendra au collège et reviendra aux collectivités. Au département. Au département, bien sûr. Une réaction, Anna Lambert ? Ouais, sur le budget ? Non, alors, pas spécialement sur le budget, mais disons plutôt sur la cohérence globale de cette politique. Parce que, si vous voulez, effectivement, il y a la question de la mise en œuvre. C'est bien de faire des grandes propositions un peu générales, mais il faut penser ensuite concrètement comment on les met en œuvre. Et puis ensuite, il y a la question de la cohérence globale. C'est-à-dire que la cause de ce problème, c'est quand même les modèles d'affaires de certaines entreprises privées. Et là, on a des moyens de les réguler, on a des moyens de légiférer qu'il faudrait aussi mettre en œuvre pour que la société comprennent, si vous voulez, pourquoi on propose de telles interdictions. Sinon, on se retrouve dans une position un petit peu schizophrénique, si je puis dire, où d'un côté, on interdit, on fait peser toutes les interdictions, si vous voulez, sur les enseignants, sur les jeunes, sur les parents, alors qu'en fait, le véritable problème, enfin, je veux dire, on en connaît la source et on peut agir là-dessus et on n'a pas besoin d'un budget. D'autant qu'il y a une loi sur le numérique qui est passée, que ça a joué évidemment sur les réseaux sociaux, enfin, ça a joué, en tout cas, sur la mentalité, disons, sur la réflexion qu'on avait à ce sujet. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est des réglementations aussi européennes qui vont devoir être appliquées pays par pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe complètement de problème sur ce sujet. Dans le rapport dont je parlais, effectivement, qui a été remis au président au printemps dernier, il y avait plusieurs choses donc relevées. Je vous ai dit l'interdiction des téléphones à un tel âge ou des réseaux sociaux. Et surtout, l'impact finalement sur les élèves, sur la concentration. On a commencé à aborder ce sujet. Et on va parler des autres ensuite. J'aimerais juste parler de cette concentration. Quand vous dites que ces élèves ont déjà, vous, de votre côté, David Leland, ce que vous avez en tout cas vu, ces élèves qui respectent effectivement les téléphones dans les sacs, qui ne les sortent pas à la récré, qui ne les sortent pas à la pause, qui n'essayent pas pendant la classe de pouvoir envoyer un texto ou autre, est-ce que réellement on voit un impact sur la concentration ? Alors très certainement que la concentration ne peut qu'être améliorée. D'ailleurs, on n'est absolument pas du tout en opposition avec les motivations qui ont précédé, qui ont motivé les motivations qui président à cette mesure. Simplement, là encore. Voilà, on pense que pour cette concentration-là, en classe, évidemment que le portable, mais encore une fois, il est autorisé pour les usages pédagogiques, donc il faut aussi pouvoir le faire. Donc le fait qu'il soit éteint et rangé au fond du sac, forcément, c'est mieux qu'il soit allumé dans la trousse, ça, on est bien d'accord. Maintenant, les élèves aussi, posons-nous la question de ce qui se passe aussi après l'école. Un élève qui a été privé de son smartphone toute une journée, alors c'est constaté au Chili, j'ai lu quelque part, qu'il a plus tendance... en fait, après. Voilà, après, on va compenser, et peut-être qu'à l'heure du coucher, on va réactiver les notifications des réseaux sociaux. Le problème, on va le déplacer finalement
à la maison. Alors, c'est peut-être aussi des conséquences auxquelles il faudrait réfléchir. Oui, c'est une réflexion effectivement globale, ce que vous disiez sur l'utilisation finalement des réseaux sociaux dans leur globalité. Autre sujet qui est très important, c'est le harcèlement et le cyberharcèlement. On se dit que, et c'est dans le rapport encore une fois, parce que c'est pas moi qui le dis bien sûr, c'est une façon de gérer, de diminuer le cyberharcèlement que effectivement de pouvoir adopter cette mesure. Alors forcément, vous parliez de retour chez soi. Le cyberharcèlement, on sait très bien qu'il continue à la maison, justement, et en dehors des cours. Et il continue, et je dirais même que le cyberharcèlement se pratique surtout hors temps scolaire, lorsque les jeunes sont devant leur ordinateur ou sur leur téléphone à la maison, ou réunis entre élèves harceleurs, entre guillemets, en dehors du lieu d'enseignement. Si effectivement cette mesure permettait de mettre fin à ce fléau, alors évidemment qu'on la soutiendrait sans aucun problème. Mais on sait très bien que ce ne sera pas la solution. Vous travaillez avec le numérique, Edwige Alopo Oui, bien sûr, on a des écrans dans des tableaux numériques dans les classes de collège, et évidemment. On pense que c'est très important, on n'est pas du tout dans une optique de supprimer tout numérique. En revanche, vraiment d'être vigilant et de faire prendre conscience à nos jeunes que ça peut être un danger, voire un fléau, justement, dans ces cas de harcèlement. Comment, quand vous travaillez avec les élèves sur le numérique, vous travaillez de quelle manière Par exemple, sur quel sujet en cours d'histoire, on peut montrer une vidéo en lien avec le sujet abordé. Alors ça, une vidéo, c'est pas le numérique, parce que la vidéo, ça fait très longtemps. Moi-même, j'étais enfant, regarder des vidéos. En anglais, où on peut avoir des tableaux où on écrit des réponses et on a tout ce genre de choses, c'est ça dont vous parlez. Ou bien la formation au codage ou des choses comme ça. Oui, par exemple. Oui, on fait tout ça, mais pas avec les téléphones. D'accord. C'est compatible Alors, pas une distorsion là-dessus? En fait, je dirais qu'il y a une distinction importante quand on parle du numérique et de l'école, c'est la distinction entre les équipements numériques d'une part et la culture numérique d'autre part. Et ce qu'on propose, le fond aussi. Voilà, c'est ce que j'entends un peu par la culture. Parce que par exemple, vous pouvez très bien apprendre ce qu'est un algorithme sans utiliser aucun écran. Je veux dire, l'écran n'a pas vocation à remplacer le papier, si vous voulez, c'est pas du tout la question. La question, c'est que nous entrons dans une époque qui va être dominée par l'intelligence artificielle générative, que malheureusement nous n'y comprenons en tant que citoyens pas forcément grand-chose, et donc il serait sans doute temps d'introduire dans les programmes scolaires des disciplines comme l'histoire des techniques, l'anthropologie des techniques, l'histoire de l'informatique, etc., pour former en fait les futurs citoyens à la mutation technologique, industrielle que nous sommes en train de vivre. Ça me semble une question beaucoup plus importante que celle de savoir si on va mettre des tableaux numériques ou si on va utiliser des tablettes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que cette question, on la pose pas assez parce qu'on se focalise sur des questions d'équipement, même si je suis tout à fait d'accord avec le fait que le portable, s'il reste hors de la classe, c'est très bien pour la concentration, parce que comme vous l'avez dit, ça a des effets extrêmement nocifs. Mais ça ne nous empêche pas de poser la question aussi de l'éducation aux médias, par exemple, qui devient fondamentale, alors que on va être bientôt envahi de deepfake, etc. Donc il faut bien pour ça aussi manipuler, si vous voulez, des technologies numériques, voilà, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Dans un certain cadre, exactement. Sinon on se fait manipuler par elles, justement. Donc ça, c'est aussi une question à poser. L'éducation aux médias devrait être renforcée au moment même où on interdit les téléphones portables. C'est pas contradictoire, en fait. Tout à fait. Dans le rapport, on peut lire que les écrans ne sont pas nécessaires au bon développement de l'enfant. Et le rapport montre d'ailleurs qu'Internet peut favoriser des comportements violents. Une réaction par rapport à ça? Non? Je suis d'accord. Oui, c'est pas du tout nouveau. Je veux dire, enfin, nous, on a publié un rapport au sein du Conseil national du numérique en 2022, mais qui n'était pas nouveau non plus, sur l'économie de l'attention. On observait ce type de phénomène. Et puis, il y a eu beaucoup de travaux dans les années 2000 qui montrent que le passage des médias imprimés, littéraux, aux médias numériques affectait très profondément les processus cérébraux et évidemment les capacités psychiques comme la mémorisation, la concentration. Donc oui, je pense que c'est nécessaire d'avertir, mais ce sont maintenant des choses bien connues. Bien connu, en effet. Écoutez, voilà, c'est le débat du jour. On verra en janvier 2025 ce qui va se passer. On en reparlera d'ici là. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau. Edwige Alopo, Anna Lambert et David Lelon. Merci. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite.
retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Chayvis, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais c'est moi qui suis honorée. Vous êtes professeure et tiktokeuse. 7 millions d'abonnés. Au départ, j'y croyais pas. Je dis 7 millions, c'est possible ça, 7 millions. Il y a 12 millions d'élèves, ça veut dire, mais qui regarde? Pratiquement tous. Et en fait, une vraie star des réseaux sociaux, eh bien, on imagine que la majeure partie, ce sont évidemment des jeunes, ceux que vous suivez, ceux qui vous suivent. Et puis aussi, et certainement, des profs. Parce qu'il y a l'effet de mimétisme et savoir vraiment ce que l'on ressent. Vous connaissez très bien le métier parce que je le disais, vous étiez prof, enfin vous êtes en disponibilité en ce moment, mais oui. Vous êtes prof en SECPA et en Ulysse. Et vous adorez aussi jouer la comédie, ce qui fait que ça peut donner ça, regardez. C'est Anne. C'est Sean. Ok, Sean, excuse-moi. Ensuite, Kevin. C'est Kevin, à Y au lieu de E, plus stylé. Ok, Camélia. C'est Camélia, y a pas d'accent. Ok, Michel. Michael, c'est H, ça fait que. Ok, Laurane. Non, c'est Laure-Anne. Bah, c'est ce que j'ai dit. Non, Laure, plus loin, Anne, j'ai un prénom composé. Ah, ton prénom c'est Laure-Anne? Ouais, ça pose un problème? Non, des fois il y a des modes de prénoms. Riche. Qu'on comprend pas. Chayvis, je suis pas prof, mais vraiment, ça pue la réalité. Je peux pas dire un autre mot. Ah mais complètement, c'est vraiment ce qu'on vit en fait. Bon là, la réaction des élèves est un peu exagérée, mais c'est clairement ça. Pas tant que ça en fait. J'avais l'impression de voir mon fils sur certaines vidéos lorsqu'il est rentré de son premier jour de rentrée. Je suis pas avec un tel, etc. Enfin, je vais pas le faire moi parce que vous faites beaucoup mieux que moi, mais vraiment pour regarder sur TikTok, c'est absolument génial. Et c'est aussi ce que je disais, c'est le ressenti finalement des profs. Est-ce que les profs vous écrivent, les enseignants, et vous disent mais c'est génial parce qu'en fait c'est ce que je ressens et je suis tellement perdue, je me sens seule et en fait grâce à vous, je me sens un peu moins seule. Eh ben, j'ai des retours en fait d'enseignants qui me disent ah mais j'ai complètement vécu la même chose, etc. Donc ça fait plaisir et je garde évidemment un lien avec mes anciens collègues pour en fait avoir aussi des petites anecdotes. C'est vrai que cette année je suis pas au contact des élèves et donc des fois c'est pas toujours facile d'être toujours à l'affût de l'actualité et donc ils me racontent un petit peu aussi leurs anecdotes, ce qu'ils vivent en classe, donc j'ai toujours ce lien avec les enseignants en fait. Alors pour pouvoir partager ce quotidien, raconter évidemment les anecdotes, pour pouvoir comprendre ce qu'est effectivement le milieu de l'école et du collège, puisque c'est ça essentiellement que vous racontez, le lycée aussi, mais c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens, évidemment ce livre, Réussir mon année avec Chayvis, voilà, qui est paru chez Michel Lafon, dont on va parler dans quelques secondes, mais il y a aussi, surtout, la comédie. On parlait de TikTok là, cette passion, cette façon de raconter ces moments-là, c'est ce que vous aviez envie de faire, mais très très jeune? Oui, en fait, j'ai toujours voulu faire du cinéma, un petit peu comme les enfants, hein, toujours le rêve de cinéma. Et c'est vrai que j'étais un petit peu introvertie et mes parents m'ont inscrite en fait au théâtre. Et j'ai fait du théâtre très très jeune, j'ai dû 8 ans je crois, et j'ai fait 6-7 ans de théâtre. Et ça m'a vraiment en fait aidé à développer ma personnalité, à avoir plus confiance en moi. Et donc j'ai des restes et je me suis dit que ça pourrait être super de mettre en scène des situations de classe en théâtralisant. Et en fait en dédramatisant finalement tout ce qui se passe en classe. Comment réagissent tous ceux qui vous suivent? Alors bon, j'avais mes élèves qui suivaient mes vidéos, donc ça les fait marrer, surtout qu'ils sentent que je m'inspire beaucoup d'eux. Mais j'ai l'impression qu'il y a des bons retours en tout cas, et ils se retrouvent dans certaines situations. Alors pas tout le monde évidemment, hein, mais globalement ils me disent oui, j'ai vécu ça avec mes parents, j'ai vécu ça en classe. Donc c'est pas mal, ça motive aussi. Ils ont surtout l'impression que vous les comprenez, non? Je parle aussi bien des profs d'ailleurs que des élèves. Sentiment, souvent on a l'impression qu'il y a une énorme dichotomie entre les enseignants et les élèves, qu'ils sentent incompris, qu'ils n'ont absolument aucune marge de manœuvre finalement avec leurs élèves, et les élèves eux-mêmes se disent mais enfin bon, il est dans une autre sphère quoi, il ne comprend pas ce que c'est que de se lever à 7h du matin et de rentrer à 19h le soir à la maison et de faire ses devoirs. C'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les enseignants se rendent compte en fait de l'importance des réseaux sociaux, puisque les jeunes, ils sont quasiment tous, et donc beaucoup d'enseignants essayent de faire le lien comme moi, d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour transmettre des valeurs positives, pour garder ce lien et leur montrer qu'en fait on n'est pas si différents d'eux, on a vécu les mêmes choses, on est passé par énormément d'épreuves que eux vivent au quotidien, donc on garde ce lien et on crée cette relation de confiance qui fait qu'ils ont vraiment le sentiment qu'on comprend en fait ce qu'ils vivent.
Réussir mon année avec Chayviz, la prof aux 7 millions d'abonnés. Alors voilà, gérer son stress, améliorer ses résultats rapidement, acquérir des méthodes d'apprentissage, donc paru chez Lafon. Évidemment, vous donnez des conseils, j'imagine, en méthodologie, des sortes de tips pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender certaines matières. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre aussi dans ce livre? Alors, donc, comme vous dites, la première partie, c'est plutôt des conseils scolaires à appliquer. Donc, des conseils aussi, il y a du bon sens, il y a de l'analyse. L'organisation? L'organisation, parce que c'est ce que j'ai pu voir en classe, hein, globalement, il y en a beaucoup qui sont désorganisés. Bah, c'est normal, il y a plein de matières, il y a plein de supports, et il faut pouvoir faire le tri en fait entre tout ça. Tu ranges ta chambre. Voilà, range ta chambre. Parce que, bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que je dis aux élèves à chaque fois, c'est que quand la chambre, par exemple, n'est pas rangée, c'est le brouillon aussi à l'intérieur dans notre tête. Et quand on organise un petit peu tout, on y voit plus clair. Et c'est vraiment la réalité. Donc ça, c'est vraiment la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est un peu plus sur leur vie perso. Donc les ados, bah, comme les adultes, ils ont leurs problèmes, leurs ruptures, leurs amitiés, etc. Et moi, ce que j'ai remarqué en tant qu'enseignante, c'est que souvent, leurs problèmes déteignent sur leurs résultats. Quand ils ne sont pas bien, ben, ça sent sur les résultats scolaires. Et justement, dans cette deuxième partie, je voulais vraiment dédramatiser tout ça, montrer que bien sûr, pour chaque problème, il y a une solution. Alors, pas tous les problèmes du monde, évidemment, je parle vraiment des problèmes basique, on va dire, assez connu, mais vraiment montrer qu'en fait, il y a des solutions et essayer d'empêcher, en fait, de se créer une carapace, même si on va mal, même si on vit des choses parfois compliquées, bah, se protéger un petit peu les résultats, se dire, bon, je vais quand même appliquer ces conseils-là parce que comme ça, mes résultats, ils vont pas en pâtir. Vous voyez ce que je dis? Et puis essayer de comprendre aussi que finalement ce qui est un peu laborieux, ce qui paraît ennuyeux à faire est nécessaire, comme la répétition finalement. Vous dites la pédagogie, c'est la répétition. C'est vraiment ça. Bah, en fait, je suis passée par plein d'années d'études aussi et on m'a toujours dit, tous les enseignants m'ont dit, même à l'école des profs, INSPE, SP, tout ça, qu'en fait, la base de la pédagogie, c'est la répétition. En fait, c'est tout simple, mais on répète, et on crée des automatismes. Et une fois qu'on a ces automatismes, on n'y pense même plus, on applique. Et c'est comme ça aussi qu'on réussit. Alors, vous êtes à la base professeur des écoles, vous devenez ensuite prof, effectivement, je l'ai dit, dans les SECPA et Ulysse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer des plus petits aux plus grands, aux ados? Mes oreilles. Non, je plaisante. En fait, c'est parce que je sais pas, c'est plus le goût de travailler avec des plus âgés, en fait. C'était plus parce que je trouvais que les échanges étaient constructifs et on a vraiment ce sentiment de défi avec les adolescents. Ils ont leur carapace et j'aime bien aussi tenter de les comprendre, les aider. Et vraiment, les dialogues sont très, très, très constructifs. Moi, j'aime beaucoup les adolescents. Dans le jeu de la comédie aussi, forcément, c'est plus intuitif et plus drôle. C'est ça. Alors, les enfants avec les maternelles élémentaires, il y a des choses. Hein. Ça, on peut rire aussi. Mais oui, les collégiens, je préférais. Donc on l'a vu, hein, on a vu un exemple de vidéos humoristiques sur des situations qui se passent en classe. Certaines sont plus que nécessaires, notamment sur le harcèlement. On regarde. T'inquiète, ça va aller, le calvaire de l'année dernière est terminé, j'espère. Tu le reverras plus jamais, il t'embêtera plus. Salut mec. Ouais, Jordi. C'est pas vrai. Quoi? Ça va gros? Oh non. Le beau gosse. Eh vas-y frère, après c'est kebab. Ouais, t'inquiète. Boulette de papier. Arrêtez. Ça va? Pardon? Tu vas bien? Pourquoi tu fais cette tête? Tu me parles? Bah ouais. Pourquoi tu me parles? Bah parce que je suis à côté de toi. Tu te souviens pas de l'année dernière? L'année dernière? Bah, la fille que t'insultais tous les jours dans les couloirs, tu me reconnais? Ah ouais, t'es la meuf là, la tocarde du couloir qui mangeait les boulettes de papier. Je rigole, j'arrête. C'était l'année dernière ça. Je comprends pas, je vous avais rien fait l'année dernière pour prendre cette vague de haine. Non, je suis désolée, c'était complètement con, on a suivi le mouvement, tu nous avais rien fait de spécial en plus. Super, une année de merde juste pour suivre le mouvement quoi. Je suis vraiment désolée, on passe à autre chose. Ami, abuse pas. Ça, c'est aussi tellement la réalité, finalement. On ne sait pas, on ne comprend pas les situations. Mais c'est ça. Et ça arrive très souvent, ces situations-là. Et c'est très dur pour les élèves qui le vivent parce que parfois, la personne qui harcèle ne se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur la personne victime en fait. Et ces situations-là sont assez récurrentes. Et en règle générale, ce qui est très dur aussi pour les enseignants et les parents aussi, c'est difficile de démêler en fait le vrai du faux parce qu'on a toujours deux personnes. Bah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et c'est vrai que c'est très très difficile de savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais dans tous les cas, les enseignants aujourd'hui sont beaucoup plus formés qu'avant et on arrive un peu plus à déceler ces situations-là, parce qu'à partir du moment où il y a un doute, où il y a quelqu'un qui se plaint, il y a une réaction.
C'est ça automatique. qui pousse peut-être les élèves aussi à parler, parce qu'on le sait, c'est très difficile de pouvoir parler. On a l'impression d'être incompris, et on a un sentiment de solitude énorme. Et donc peut-être leur dire à chaque fois effectivement que la formation des profs aujourd'hui fait qu'ils sont capables d'entendre. On est capable d'entendre, on est capable de réagir. Aujourd'hui, les chefs d'établissement sont tout aussi formés. Il y a une équipe derrière et il ne faut surtout pas que l'enfant harcelé ou témoin de harcèlement ne réagisse pas et se cache. Parce que je trouve surtout que c'est plus aussi la honte. Vous savez, la honte, je me fais harceler, c'est que je dois pas être normale, c'est qu'en fait... Je le mérite. Je le mérite, ouais. C'est ça, alors que c'est complètement faux et que c'est des situations qui sont pas normales. Donc aujourd'hui, on est à l'écoute, on essaye de réagir et on essaye aussi de comprendre parce que quelqu'un qui harcèle, en règle générale, c'est pas sans raison. C'est que soit il se protège, soit il n'a pas envie d'être dans la place du harcelé, soit il veut s'intégrer dans un groupe. Et ça aussi, on traite aussi ça. Si vous voulez, une situation de harcèlement, il y a deux personnes. On ne va pas juste aller voir la personne victime, on va dire, alors, il y a toi aussi, t'es dans la boucle, donc on va voir ce qu'on peut faire aussi pour toi. Il y avait le bon côté des réseaux sociaux dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller vers les réseaux sociaux justement en tant que prof pour pouvoir partager, pour pouvoir se mettre aussi au niveau des élèves. Et puis il y a ce mauvais côté dont on parle beaucoup aujourd'hui, face aux écrans, face aux téléphones portables. J'imagine que vous avez su qu'il y avait une expérimentation qui se faisait dans 200 collèges et écoles de France pour la suppression du portable en classe. Oui. Ça existe depuis longtemps, hein, depuis 2018, mais c'est une loi qui n'était pas appliquée. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses, notamment sur le plan du harcèlement? Alors oui, bien sûr. Alors, je pense que dans toute situation, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais je pense qu'en effet, ça peut avoir un impact positif. Après, là, comme ça, à chaud, j'attends de voir, en fait, comment ça évolue aussi. C'est bien, en fait, des expérimentations comme ça. Je trouve ça très intéressant. Mais en tout cas, je pense que ça peut avoir un impact positif. La méthodologie, les tips en tout genre, la pédagogie, tout ce qui fait que vous pouvez réussir votre année avec Chayvis, c'est dans ce fameux bouquin dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis aussi... les complexes. Les complexes, on les a à tout âge. Hein. Malheureusement, ça n'évolue pas forcément, mais de façon différente. Et ça commence souvent à l'adolescence. Vous en parlez dans votre livre. Oui, parce qu'en fait, on le sait tous, les complexes, notamment dans l'EPS, je pense notamment à l'EPS, physique et sportive, parce que j'avais plein de collègues, on discute en équipe, et ils disaient, voilà, dès qu'on va à la piscine, dès qu'on se met en tenue de sport, c'est un petit peu compliqué pour certains élèves, ce qui est complètement normal, parce que c'est la puberté, le corps change, on doit se l'approprier, on doit comprendre ce qui se passe. Je dirais que ce qui est important, mais c'est très facile ce que je vais dire, mais c'est pas facile, c'est dur à appliquer, c'est qu'il faut pas se comparer, en fait. Et comment on fait? C'est très difficile de ne pas se comparer. Surtout les réseaux sociaux, comment c'est possible? Alors oui. Ce n'est que ça finalement, c'est que la comparaison de vie, et la fausse vie d'ailleurs. Mais exactement, alors c'est surtout se dire que sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, je pense, c'est globalement à 95% retouché. Ce qu'on voit forcément, c'est retouché, une taille fine, de la poitrine, etc. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont retouchées. Et donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qu'il faut avoir dans la tête, c'est que waouh, la photo est magnifique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des retouches. Alors je sais que maintenant, il y a une législation par rapport à ça. Il faut mettre normalement quand la photo est retouchée. Alors je sais que ça commence à venir notamment sur Instagram, photo retouchée. Comme pour les pubs. En fait, c'est ça, c'est vraiment pour prévenir l'utilisateur, c'est retouché, c'est important aussi de le savoir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT, Chayvis. Réussir mon année avec Chayvis, c'est dans toutes les bonnes librairies, c'est chez Michel Lafon. Courez l'acheter et puis courez aussi sur TikTok voir ses vidéos parce qu'on rit autant qu'on est touché. Merci d'être venu sur le plateau. À bientôt. On va tout de suite continuer l'émission avec le meilleur de School TV et le Zap. La présence mondiale du wagon aussi, est-ce que ça permet de toucher des écosystèmes technologiques qui impliquent aussi parfois des modèles de formation et d'éducation différents en fonction des pays? Vous qui, je sais, avez voyagé un petit peu partout dans le monde, j'imagine que la manière d'enseigner n'est pas toujours la même et les évolutions technologiques aussi différentes en fonction des pays et des régions du monde. Mais je dois avouer qu'en fait, notre programme, si vous apprenez à coder à Sao Paulo, à Paris, c'est le même programme. Alors après, c'est assez universel en fait. C'est assez universel, même les outils maintenant avec Internet, on n'a pas des contenus différents. En revanche, peut-être on va avoir, dans certains pays, les cours vont être faits en français, en portugais, donc voilà, les professeurs vont adapter un peu à l'oral le contenu, mais la base est la même partout. Donc opérer à l'échelle mondiale pour une EdTech, c'est pas tellement un défi en tout cas pour il y a d'autres défis.
défi opérationnel de recruter une nouvelle personne qui va s'occuper de Sao Paulo. Il y a des défis autres, surtout de recrutement, je dirais, mais en termes bien sûr, il faut aussi qu'on ait la même qualité partout, mais en fait, c'est vrai que notre plateforme technologique permet justement cette homogénéité sur tous les campus. Comment se passe cette rentrée? Est-ce qu'elle est plus facile? C'est-à-dire, c'était peut-être pas très dur au final que celle de l'année passée, où on se souvient que entre 174 et 180 élèves étaient sur le carreau, puisque 2 écoles avaient brûlé suite aux émeutes. Ça s'est passé comment cette année? Alors ça s'est très bien passé. On a fait une rentrée en musique avec le centre de musique baroque de la ville de Versailles qui nous a fait l'honneur de venir dans l'une de nos écoles avec nos musiciens de la Maison de la musique et de la danse. C'est un partenariat? C'est un très beau partenariat grâce à la préfecture des Yvelines qui permet d'initier à cet art baroque dans nos écoles l'opéra, les instruments, tout le patrimoine historique, avec également l'hôtel des Menus Plaisirs à Versailles que l'on peut visiter régulièrement. Donc c'est un magnifique partenariat dont on est très fiers, qui a permis à cette rentrée de se faire. Île-de-France Mobilité nous finance aussi les bus qui permettent d'emmener nos enfants du quartier où les écoles ont brûlé jusque dans le nouveau quartier et dans cet établissement qui est prêté par la région et qui permet d'accueillir 5-10 minutes de bus. Voilà, une dizaine de minutes de bus. Une ligne de bus qui est gratuite pour les familles, qui coûte quand même 300 000 € par an à Île-de-France Mobilité et à 50 ans en Yvelines, qui prennent en charge ce transport. Donc une rentrée qui s'est faite dans les meilleures conditions. Et vous l'avez rappelé, l'année dernière, une rentrée aussi de manière très positive, avec une organisation d'un temps record pour aménager 8 salles de classe dans l'école qui accueille les enfants. Et puis, pour mettre en place ces lignes de bus, c'était mission impossible, mais grâce à la région Île-de-France, grâce à Saint-Quentin, on l'a fait. Et puis le département des Yvelines, qui est extraordinaire, qui nous aide pour la reconstruction du nouveau groupe scolaire, Horizon 2026, pour la rentrée. Avoir des élèves compétents en langage courant, on se dit, c'est plutôt bien. Pourquoi ça pose problème ? Oui, alors le problème, c'est que ce mot de compétence, c'est un mot qui est un mot du langage courant, mais qui a effectivement été repris il y a une quarantaine d'années maintenant, au niveau mondial, dans un véritable changement de paradigme de l'écriture des programmes scolaires. Donc on est passé de programmes scolaires basés sur des disciplines, le français, les mathématiques, l'histoire géo, etc., la philo, voilà, à des programmes scolaires basés sur des compétences. Au point 2, dans certains exemples... Savoir raisonner, savoir construire une phrase, savoir... prendre la parole en public, savoir... etc. Au point 2, faire disparaître ou faire passer au second plan les disciplines qui deviennent du coup les moyens de faire acquérir des compétences. C'est-à-dire qu'autrefois, on va dire que quand le concept de compétence est arrivé, c'était le moyen, donc les compétences pour faire acquérir les disciplines. Aujourd'hui, on est vraiment les disciplines pour faire acquérir des compétences. Comment vous anticipez, Virginie, les futures demandes du marché? Comment vous adaptez petit à petit vos programmes, vos formations face à justement ce marché, on l'a dit, qui ne cesse d'évoluer avec notamment de plus en plus de technologies émergentes? Oui. Ça, c'est un des gros enjeux et je pense que ça va l'être pour les prochaines années. Donc, on a recruté une équipe qui est dédiée à la création, à la veille des métiers de demain et de créer le contenu. Donc, aujourd'hui, maintenant, on sort 1 ou 2 bootcamps par an. Avant, on en sortait 1 en 7 ans. Donc, ça nécessite une réorganisation d'équipe, une équipe dédiée et c'est comme ça qu'on s'adapte. Voilà. Après, c'est vrai que ça va vite et en plus, il faut aussi mettre à jour toutes nos formations. Parce que, bien sûr, avec l'intelligence artificielle, il y a des nouveaux outils tous les jours. Aujourd'hui, les développeurs utilisent des outils qu'il faut intégrer dans nos programmes et on est constamment en train de les réitérer. La ville a lancé sa plateforme de soutien scolaire en ligne et vous l'avez dit assez rapidement, monsieur le maire, mais je vais le redire, c'est entièrement gratuit. Pourquoi avez-vous justement initié l'installation de cette plateforme ? Alors, parce qu'on a vu l'effet dans d'autres communes, notamment à Élancourt, qui est la commune voisine, qui a beaucoup misé sur le numérique. On a vu que c'était une manière pour beaucoup de familles d'avoir accès au soutien scolaire gratuitement, notamment pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un professeur particulier. C'est une plateforme qui fait ses preuves, puisque ce sont des exercices et des cours qui sont créés, validés par l'Éducation nationale. Et donc, il nous a semblé important pour l'égalité des chances à l'école, pour donner
la capacité de réussir, quelle que soit son origine sociale, de miser aussi sur le soutien scolaire qui s'accompagne aussi d'études dirigées que nous avons mis en place. Donc c'est vraiment... L'humain est essentiel, mais pour ceux qui n'y ont pas forcément accès, d'avoir la possibilité de s'entraîner tout en s'amusant, puisqu'il y a aussi un aspect ludique, nous a semblé important. Quand Freinet, alors il y a eu Montessori avant, quand Kortchak, quand tous ces gens-là, qu'on ne peut pas soupçonner de vouloir opprimer les enfants, ils sont du côté de l'émancipation, ils sont du côté du progrès pour le coup. Quand eux parlent de compétences, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont en vue, c'est bien évidemment l'action, parce que la compétence va être tournée vers l'action. La compétence, en fait, c'est, dans le vocabulaire technique, c'est la capacité de mobiliser un ensemble de ressources, qu'on va dire donc des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, pour arriver à réussir à répondre de manière efficace à une situation. Voilà. Donc ça, c'est la définition générique. Du coup, c'est la situation qui est au cœur de la compétence. Alors là, on a vu tout à l'heure situation d'entreprise, etc., situation de travail. Bon, du coup, ça rend la compétence très néolibérale. Par contre, ça peut être aussi la situation de classe, c'est-à-dire se focaliser sur la compétence, c'est se dire, bon, il ne suffit pas que l'élève il ait eu sa leçon, il faut aussi qu'il sache réinvestir ce qu'il a appris en situation, il faut qu'il puisse aussi transférer dans d'autres situations, il faut que ça lui serve dans les situations de la vie. Donc on a, si vous voulez, une entente de la situation qui n'est pas forcément réduite au marché du travail. C'est ça. Voilà. En revanche, donc pour moi, évidemment, il y a une grosse différence. En revanche, il y a deux soucis. Le premier, c'est que comme le sens dominant, c'est celui de la réduction à l'employabilité. Du coup, tous ceux qui parlent de compétences, quelque part, ils vont être récupérés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils participent quelque part à la généralisation du concept de compétence. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au ministère du Travail, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, avant, on se posait la question, ça veut dire quoi la compétence, etc. Aujourd'hui, on se dit, on s'en fiche, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que la compétence progresse. C'est-à-dire que le terme lui-même progresse. Donc finalement, il y a une récupération qui se fait un peu à l'insu de tous ces gens-là qui travaillent dans une autre perspective. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que pour moi, finalement, même si on est tourné vers l'action, il ne faut pas que ça prenne le pas sur la transmission des savoirs. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien entendu demain, même heure. L'équipe aujourd'hui à la réalisation, c'est Mani Pézèche, au son, c'est Héloïse Merlin, le maquillage Laure Audemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, ciao.